Et donc on poursuit avec nos 2 invités, Pascale Pierrat d'abord, députée européenne du Rassemblement national depuis 2024, haut fonctionnaire et ancien juge d'instruction. Bonjour Pascale Pierrat, merci d'être avec nous. Bonjour Liselotte, c'est un plaisir de retrouver vos auditeurs. Mais oui, parce que vous étiez chroniqueuse pour nous la saison dernière, chers auditeurs. Je vous invite d'ailleurs à retrouver ces chroniques sur notre chaîne YouTube si ça vous intéresse. C'était passionnant et donc on est ravis aussi de vous retrouver, Pascal Pierrat. Et nous retrouvons également un invité plus que régulier, Guylain Benessa. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en droit public, avocat, philosophe, enseignant à l'université de Strasbourg, auteur de nombreux livres notamment sur l'état de droit, et vous pouvez tous les retrouver, chers auditeurs, aux éditions de L'Artilleur. Est-ce que vous nous entendez bien, Guilain Benessa? Très bien. Bonjour Liselotte et puis, voilà, la rentrée démarre avec vous, c'est très bien. Merveilleux, on en est ravis. Vous vous invitez tous les deux pour parler de Mario Draghi, ou plus précisément de son nouveau projet. Alors l'ancien Premier ministre italien, qui était également président de la BCE, a expliqué dans un long discours pourquoi eh bien, l'Union européenne devait devenir un État. Quand l'Union européenne va mal, eh bien, on nous explique qu'il faut encore plus d'Union européenne, si on résume cela. Et donc c'est pour parler de tout ça que nous vous avons invité. Alors peut-être commençons par vous, Pascal Pierrat. Qu'avez-vous pensé de ce discours de Mario Draghi et donc de cette idée d'une grande Europe fédérale? Bon, il n'y a rien de nouveau dans ce discours, Liselotte, vos auditeurs le savent. En réalité, la construction européenne, c'est un but et une méthode. Le but, on le connaît depuis 1950, hein, il était compris dans la déclaration Schuman, c'est la création d'une fédération européenne. Et la méthode, on la connaît également, c'est la méthode dite fonctionnaliste, c'est-à-dire qu'on avance par petits pas, par des acquis supranationaux qui font des effets cliquets, si vous voulez, et par rapport auquel il est très compliqué pour les nations ensuite de redescendre. Voilà. Donc, le discours de Mario Draghi, outre le fait qu'il est extrêmement critiquable, parce que ce monsieur qui nous explique que rien ne va plus en Europe, c'est celui qui a été donc en effet à la tête de la Banque centrale et qui a activement participé à ce qu'est devenu la construction européenne et aux conséquences que cela a eu pour les divers pays. Alors, si vous voulez, d'une part, sur le principe, on se passerait bien de ses conseils puisqu'il a participé à tout ça, mais puisqu'il faut donner un avis, je dirais qu'il utilise là la méthode habituelle, c'est-à-dire que quand l'Europe ne va pas, on nous propose toujours plus d'Europe, c'est-à-dire toujours plus d'intégration dans un schéma arrêté. Mmh. Alors au moins, il semble partager le constat que l'Union européenne va mal. Guylain Benessa, même question que pour Pascal Pierrat. Comment est-ce que vous avez perçu ce discours? Et puis peut-être qu'on peut ensuite dresser un bilan de tous ces dysfonctionnements de l'Union européenne, en s'interrogeant d'ailleurs si ces dysfonctionnements ne sont pas le fruit direct de la façon dont a été pensée et voulue l'Union européenne à sa source. Bon écoutez, Liselotte, on va démarrer la rentrée en fanfare. On va essayer de quand même d'être clair, en cette fin d'août qui annonce le pire. On a Bayrou, on a Draghi, enfin bref, on a une foule de choses qui coordonnent en cette rentrée. Alors pour être clair, vous savez, je suis partagé, en fait, personnellement, je vais aller au fond du problème, je suis partagé. Évidemment, je rejoins ce que Pascal Pirrat a dit sur le fait que, de toute façon, il n'y a rien de nouveau. C'est la vieille lune des années 50 qu'on rejoue, en fait, toutes les 5 minutes, par d'une autre méthode, d'une autre manière plutôt. On a eu le coup des vaccins qui devaient accélérer la fédéralisation. On nous a joué le coup avec la dette commune. On va nous rejouer le coup demain avec d'autres méthodes. C'est toujours la même chose. Maintenant, au fond, il y a deux choses qui m'intéressent tout de même. Je me pose réellement des questions quant à l'intelligence de Mario Draghi et quant à l'intelligence profonde des gens qui nous vendent le programme. C'est-à-dire que je veux bien, je veux bien l'idéologie. Vous savez, on a tous un fond d'idéologie, quel qu'il soit. On peut l'échanger, on peut en changer, on peut en tout cas réfléchir. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut une seule seconde tenir le discours qui est concrètement le suivant. Rien ne marche depuis 75 ans, depuis 1950, mais j'accélère encore plus le suicide auquel je fais partie depuis 75 ans. C'est à peu près comme si la France était, c'est ce qu'on vit un petit peu, je pense, un cancer en stade terminal, et on nous explique qu'en fait tout va bien parce que le malade depuis 75 ans se porte très très mal, mais plus il se porte mal, mieux ça vaudra.
Je trouve ça absolument invraisemblable. Soit l'idéologie a tellement corseté la chose qu'elle a remplacé l'intelligence, soit il y a une stupidité profonde ou une ignorance crasse qui a remplacé même l'idéologie. Maintenant, deuxième remarque rapide, il y a quand même une toute petite chose qui m'a intéressé, c'est que Mario Draghi a imploré de supprimer les obstacles inutiles pour que nous puissions faire la fédéralisation non pas seulement en situation d'urgence, mais en situation normale. En gros, ça veut dire que jusqu'à présent, et c'est le saut fédéraliste classique, plus il y a des problèmes, plus il faudrait plus d'Europe. Et là, Mario Draghi nous dit, on n'a pas besoin de problème, on peut fédéraliser l'Union européenne dans les temps ordinaires. Ce qui veut dire que, alors même, je disais à l'instant que rien ne va depuis 75 ans, on n'attend même plus un prétexte pour avancer l'agenda fédéraliste, on dit, ah ben écoutez, c'est très bien, rien ne fonctionne, on s'ennuie, suicidons-nous un peu plus tous les jours, même en temps ordinaire, pas besoin d'un état d'urgence pour le faire. Sincèrement, je ne sais plus quoi penser de cela. Voilà, il y a cette petite distinction du fédéralisme en temps ordinaire. Pour le reste, Draghi fait du Jean Monnet, vous savez. Sur le fond, Jean Monnet, Mario Draghi, c'est la même chose. C'est-à-dire que depuis 75 ans, des gens financés par les USA, dont le fameux comité d'action pour les États-Unis d'Europe de Jean Monnet, nous vendent la fédéralisation du système. Rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que la mort continue. Alors Pascal Pierrat, vous, sans contribuer à ce suicide, vous avez quand même choisi d'aller travailler au plus proche de la maladie. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Parce qu'on entend Guillaume Benessa, effectivement, cette idée de fédéralisme et ce suicide, c'est quelque chose qui nous colle depuis 70 ans. Oui, alors votre question est très pertinente. Vous savez, c'est un choix particulier de devenir député européen, parce qu'évidemment, là, on est au contact total de la matrice, si vous voulez. Et ce que j'ai découvert, et il m'a fallu de longs mois pour croire ce que je voyais, c'est que nous ne sommes même plus dans l'idéologie, puisque je dirais, l'idéologie, vous pouvez au moins essayer de trouver quelques discussions contradictoires. Vous êtes au-delà de ça, vous êtes dans la croyance dogmatique, c'est-à-dire qu'on est psychanalytiquement même dans le domaine du religieux, si vous voulez. Donc les dogmes sont posés, ils ne sont pas discutables. Donc je rejoins ce que vient de constater Guilain Benessa, on est au-delà de la raison. Alors comme dirait l'autre, après c'est le soleil, vous voyez, on est au-delà de la raison. Alors, pourquoi c'est intéressant d'être ici? Parce que précisément, alors moi, vous savez, j'étais magistrat, donc je suis juriste de formation, et il est extraordinairement intéressant de voir comment tout cela se fabrique, comment tout cela se pense, et je me réjouis précisément, et c'était l'objet de mes chroniques l'année dernière, de pouvoir témoigner. Parce qu'en effet, si nous continuons comme ça, évidemment, c'est du suicide. Évidemment, alors nous n'y participons pas, on reviendra sans doute après sur les positions du Rassemblement national, mais il faut témoigner de ce que nous voyons. Voilà. Les citoyens s'en rendent compte petit à petit dans les pays européens, se rendent compte qu'on ne peut plus tout à fait cacher la poussière sous le tapis. On le voit à travers les élections européennes, de plus en plus de votes nationalistes et populistes. Mais il faut être là, il faut voir ce qui se passe, il faut le combattre avec les armes qui sont les nôtres. Alors justement, quand vous nous dites, on voit de plus en plus de votes nationalistes, populistes, on voit aussi la tendance largement souverainiste qui émerge dans énormément de pays européens. Tout à l'heure, Guilain Benessa, vous nous disiez qu'on pouvait s'interroger sur l'intelligence de Mario Draghi. Effectivement, ce discours, cette proposition d'Europe fédérale, elle n'est même pas habile politiquement parlant, si l'on considère effectivement le malaise de ces populations qui expliquent qu'elles n'en peuvent plus de l'Union européenne, de ce contrôle permanent, de ces contraintes qui sont imposées aux États. Donc soit c'est un manque d'habileté et d'intelligence, soit c'est une fois de plus la preuve, et c'est peut-être plus grave, qu'ils ont conscience qu'ils n'ont même plus à se préoccuper de la vie de leurs administrés et que finalement, ils ont le choix d'organiser cela comme ils veulent et ensuite que les gens soient contents ou non, ça, c'est même plus leur problème. Vous savez, je crois que c'était, je suis pas sûr de ma référence, mais je crois que c'est le philosophe Peter Sloterdijk qui a écrit que sur le fond, l'Europe,
l'Europe n'est rien d'autre que l'espace de gens qui lisent les mêmes livres. Alors, à mon avis, c'est très juste. Le problème, c'est qu'ils lisent les mêmes livres et ils en lisent très peu. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous imaginez une bibliothèque avec une quinzaine de bouquins, dont évidemment les mémoires de Jean Monnet, mais on pourrait faire l'archéologie, et vous bourrez le crâne de gens dont le principe même, c'est d'être allé à l'école, puis à Sciences Po, puis l'ENA. Mario Draghi a fait l'équivalent en Italie. Hein. Je n'ai pas fait sa biographie, et d'ailleurs, je me garderais bien de m'intéresser à cela. Bref, vous avez une aptitude à n'apprendre que les mêmes livres, à avoir les mêmes références, et au bout d'un moment, vous ne vous rendez même plus compte que la réalité existe. Vous savez, la fameuse phrase de Peggy, selon laquelle il est plus difficile de voir ce que l'on voit que l'inverse. Et je pense que c'est des gens qui ne voient pas ce qu'ils voient. C'est-à-dire que le réel n'existe plus. Alors ensuite, on peut s'intéresser sur les causes profondes de ce réel-là. Jean Monnet, vous savez, ce n'était pas un abruti. C'était un homme d'affaires qui a tardivement maquillé, grâce aux Américains, sa propre biographie pour faire croire qu'il était l'unificateur de l'Europe. Ça veut dire qu'on a un mensonge fondateur qui a donné naissance à une construction européenne qui ensuite s'est accélérée pour tout un tas de raisons jusqu'à devenir l'Union européenne. Ce qui veut dire que la corruption est dans le fruit, non pas comme on dit souvent à partir des années 80, 90, Maastricht, etc. C'est que depuis 1950, et j'adore cette phrase de Philippe Séguin en 92, depuis 1950, la conspiration du silence, phrase de Philippe Séguin, a fait son œuvre, la conspiration du silence. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont fonctionnaires, bureaucrates, technocrates, juristes, magistrats, etc., qui, au niveau européen, ont fait le travail pour faire l'Europe sans les peuples. Au bout du compte, vous savez, je pense que Mario Draghi, bon an, mal an, en quelque sorte, ne se rend même plus compte qu'un Italien, ça existe. Il ne sait plus qu'un Français, ça existe. Il ne sait plus qu'un pays, ça existe. Lorsqu'il s'imagine même, dans son discours, il dit « tous ces Italiens qui sont en même temps Italiens et Européens ». En fait, il a un discours érasmusien du riche. C'est-à-dire, finalement, le bon citoyen est un type, vous savez, qui fait le tour des capitales européennes avec EasyJet, lorsqu'il s'ennuie à 20 ans, le fait avec Air France à 30 ans parce qu'il a plus de pognon, le fera avec, en première classe à 42 et à 60 ans, finira. Vous savez, les Américains ont une expression que j'aime bien, ils parlent les flyover states, les États profonds qu'on ne visite jamais parce qu'on bascule de Washington à Los Angeles. Mario Draghi fait la même chose en Europe, mais sur le fond. Emmanuel Macron fait la même chose. Sur le fond, je pense que la plupart de nos dirigeants depuis longtemps font environ la même chose ou ont fait la même chose. Et sur le fond, et j'en finirai là, il faut reprendre l'effroi et la crainte, l'effroi qu'ont eu les Européens au retour du général de Gaulle en 58. Quand vous reprenez les débats en 58, tous les petits Européens d'époque, les Monnet, les Alain Poher, les Robert Schuman et tous les autres étaient sidérés que la bête immonde qu'on appelait à l'époque nationaliste, qui s'appelait le général de Gaulle, revenait aux affaires. Et aujourd'hui, Mario Draghi nous dit exactement la même chose. Il nous dit attention, là, il n'en parle pas uniquement, mais les nationalistes sont là. On appellerait aujourd'hui le RN et d'autres formations au niveau européen sont là. Attention, la bête immonde est toujours de passage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accélérer la fédéralisation, faire disparaître une bonne fois pour toutes les gens qui pensent mal. Et la grande question, à mon avis, qu'aujourd'hui, qui doit interroger tout le monde avec les questions, comme vous savez, les manifs du 10 septembre et tout le reste, c'est que par-delà les étiquettes politiques, droite, gauche, centre-droit, peu importe, il y a en fait deux camps très nets, et tout le reste, c'est la littérature. Il y a soit des gens qui sont pour le suicide, soit des gens qui sont contre le suicide. Il y a des gens qui ouvrent les yeux et qui savent que si on continue, on est mort, parce que c'est le programme voulu depuis 75 ans, Jean Monnet détestait la France, il détestait les Français, ça ne l'intéressait plus, c'était un homme d'affaires et l'homme lige des États-Unis. Mario Draghi et tout, c'est la même chose. Ou alors, on se réveille et on se dit, on veut le pouvoir, et à la limite, droite, gauche, en dessous, en bas, ailleurs, peu importe, on veut retrouver sa liberté, son champ d'action et décider pour demain. Tout ça se joue aujourd'hui. Mario Draghi le sait parfaitement, il a juste oublié une chose en cours de route, c'est qu'il y avait encore une majorité, on va dire, du vulgum pecus, des petites gens, qui vivent très loin de lui et très loin des délires, Pascal Pierre a raison, quasi psychanalytiques, qui leur ont fait prendre l'Europe pour une réalité depuis 75 ans. Mario Draghi et tous les autres, Pascal Pierrat, lorsqu'ils
il s'imagine vouloir et pouvoir créer cette Europe fédérale. J'avoue que ça peut être aussi un peu surprenant parce qu'on se dit, bon, pour le moment, l'Union européenne, c'est quand même différents États à différentes vitesses, dans des situations économiques très différentes, avec des peuples très différents. En réalité, la mission de vouloir fédérer tout ce beau monde sous un seul et même drapeau, un seul et même État, ça semble être un casse-tête tellement monstrueux que choisir consciemment de vouloir s'y coller, ça relève presque du masochisme. Alors pourquoi et surtout comment pourrait-il s'y prendre pour pouvoir nous faire avaler l'idée qu'il serait possible de mettre tout le monde dans un seul et même panier, au même régime, alors qu'on a ces différences si fondamentales entre les Estoniens, les Italiens, les Français, les Allemands, n'en parlons pas, et tous les autres. Alors, vous dites à très juste titre, mais comment peuvent-ils faire? Et j'ai envie de dire, ça prouve que vous êtes saine d'esprit. Parce qu'en effet, quelqu'un qui agit, qui raisonne un petit peu, se demande comment on peut arriver à avoir pour but de faire le grand mélange, en fait. Alors, en réalité, c'est beaucoup plus facile que vous ne pensez. Pourquoi? Mais parce ici, chère Liselotte, tout le monde est d'accord. De l'extrême gauche jusqu'à la droite atlantiste, tout le monde est d'accord. Ici, vous n'avez pas les oppositions politiques qui se jouent sur le théâtre national. Les gens sont d'accord. Les gens sont d'accord parce qu'ils sont déconnectés. Je crois même pas que ce soit qu'ils sont déconnectés. Moi, je crois qu'il y a vraiment quelque chose, encore une fois, de religieux. Je crois que ils veulent le bien des gens pour le bien des gens, si vous voulez. Voilà, sans se rendre compte qu'évidemment, c'est une façon totalitaire d'agir. Et puis, si on est totalitaire, tant mieux si c'est pour le bien des gens. Voilà, voilà comment ils raisonnent. Donc, les choses se passent finalement facilement parce que tout ce beau monde est d'accord. Et quand vous regardez, moi j'encourage les citoyens à le faire, à regarder les votes en plénière, sujet par sujet, vous verrez que le grand arc de décision, il va de l'extrême gauche à la droite atlantiste. Voilà, tous ces gens-là servent les mêmes intérêts au fond. Alors, sur la méthode matérielle, si vous voulez, pour y arriver. D'abord, je vous rappelle que le Parlement européen n'a pas d'initiative législative. Hein, c'est pas comme à l'Assemblée nationale, pour faire simple, on peut construire un texte de loi. Ici, on se contente de discuter d'un texte qui est donné par la Commission. Hein, voilà. Ensuite, il commence toujours à aborder les sujets en vous expliquant qu'il faut toujours faire mieux en cas de crise, etc. Et puis, ils ont une méthode pour aborder des sujets de la vie quotidienne qui est la suivante. Je l'ai encore vue il n'y a pas très longtemps. On vous explique qu'il y a des problèmes transfrontaliers. Alors voyez-vous, le dernier problème qu'ils ont trouvé pour avancer, c'est sur les personnes sous tutelle, sous protection juridique en fait. Eh bien, ils ont expliqué qu'il allait falloir revoir complètement ce système parce que quand un transfrontalier sous tutelle espagnol vient en France, ça pose des problèmes. Bon, alors évidemment, ce cas est tout à fait marginal, ça vous l'avez bien compris, mais c'est une manière de faire gober aux gens, il n'y a pas d'autre mot, qu'il faut absolument aller vers l'uniformisation de la loi. Et ça, il le décline dans absolument tous les domaines. Alors, on reste avec vous, Guilain Benessa et Pascal Pierrat. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, je rappelle qu'on parle de cette Europe sans nation, du nouveau projet d'Europe fédérale présenté par Mario Draghi. Et tout à l'heure, nous retrouverons Raphaël Emma pour une chronique et puis surtout Guillaume Bernard pour parler de ce vote de confiance auquel souhaite se soumettre François Bayrou début septembre. Pour le moment, on continue avec vous, Pascal Pierrat et Guilain Benessa. Quand on voit leur méthode, vous nous l'avez dit, Pascal Pierrat, il s'agit d'avancer petit à petit, pierre par pierre, avant d'arriver à ce grand projet d'Europe fédérale. L'une des pierres qui a été posée et sur laquelle d'ailleurs travaillent encore tous ces agents de l'Union européenne, appelons-les comme ça, c'est bien évidemment une uniformisation et un travail de sape de l'identité, pour le coup, à l'intérieur même des nations, c'est-à-dire que c'est ces relais de l'Union européenne qui travaillent pour faire oublier aux Français qu'ils sont avant tout Français, aux Estoniens qui sont avant tout Estoniens, etc. Guilain Benessa, sur oui, ce travail de sape de notre identité. Écoutez, vous êtes Liselotte,
d'une naïveté confondante en cette rentrée. C'est ma jeunesse. Non, non, mais c'est peut-être votre jeunesse et il vaut mieux la fougue de la jeunesse que l'ennui des fois de la vieillesse. Donc je vous envie moi-même. Bref, pour être clair, prenons les choses par le début et réglons définitivement cette problématique du fédéralisme européen et de comment est-ce que cette mélasse fédérale a pu se faire. Premier discours de l'histoire de la haute autorité de la CECA. Nous sommes en 1952. Premier discours tenu par Jean Monnet. Jean Monnet, réuni pour la première fois à Luxembourg. Jean Monnet dit: il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. L'Europe sera supranationale et fédérale, sinon rien. Premier discours de Jean Monnet il y a 73 ans. Comment voulez-vous ensuite, 73 ans plus tard, que nous n'ayons pas, comment dire, quand il n'est pas, parce que là j'admets que je n'en fais pas partie et je n'aurais jamais succombé au charme, même jeune, de cette Europe fédérale. D'ailleurs, Dieu m'en garde. On parlait de religion tout à l'heure, mais ça veut dire que depuis 73 ans, le programme est fixé par le père spirituel qui disait il n'y a pas d'alternative à cela. Ce qui fait que quand je dis vous êtes un peu naïve, Liselotte, c'est parce qu'en fait, l'Europe est déjà fédérale. Alors, elle l'est par la bande, elle l'est d'une autre manière, elle le jouait par effraction, si je puis dire, mais regardez, qu'est-ce qu'il nous reste comme compétence? Je vous donne un exemple très simple. Il y a quelques années, des gens sont descendus dans la rue pour râler, à juste titre, contre le contrôle technique des 2 roues. Le fait que quand vous êtes motard, vous devez subir un contrôle technique. Ce contrôle technique, le gouvernement n'en voulait pas d'Emmanuel Macron. Je ne sais plus si c'était Castex ou un autre, hein, j'ai oublié. Maintenant, on a des premiers ministres qui durent pas très longtemps, voire qui sautent je veux dire, quand le budget vient. Enfin, on va voir dans 10 jours. Mais bref, le contrôle technique, en réalité, pourquoi est-ce qu'il était imposé par le gouvernement? Parce que c'était une demande européenne contre laquelle le gouvernement n'a pas pu se rebeller et qui a été imposée en fait par la Cour de justice de l'Union européenne. C'est un peu vite, mais vous avez compris l'idée. Ce qui veut dire qu'un motard doit se soumettre à un contrôle technique parce que l'Europe le veut. Si c'est pas du fédéralisme, je ne sais pas quoi dire. Alors ça ne s'appelle pas encore État fédéral, je suis d'accord, mais c'est déjà là. Ce qui veut dire que la vraie question, et Pascal Pirrat a raison, parce que le mot-clé n'est pas État fédéral. On l'a déjà, en fait, de façon déguisée, ce n'est pas un vrai État. Mais je vous rappelle que la justice est sous tutelle européenne, la monnaie, on n'en a plus, l'État est en train de périr, il ne reste pas grand-chose des attributs d'une souveraineté nationale, hein, si ce n'est des oripeaux ou des miettes. Ce qui veut dire que la vraie question qui se pose, ce n'est pas le fédéralisme, c'est le totalitarisme. Ça veut dire que, vu que le fédéralisme ne fonctionne pas complètement parce qu'ils n'ont pas réussi à aller plus vite que la musique, maintenant c'est le totalitarisme. C'est-à-dire, ce sera le fédéralisme ou rien, c'est-à-dire on fait votre bonheur, et Pascal Perra a raison, on fait votre bonheur sans vous. On sait mieux que vous. On vous l'impose parce que nous savons. Et moi, ce que je reproche, vous savez, à ça profondément, soyons machiavéliques ou un peu politiciens, comme dirait De Gaulle, 5 minutes. À la limite, si c'était les philosophes de l'année, vous voyez, si on avait des Platons sur la colline, si on avait des gens qui littéralement étaient des experts, mais des bons experts, vous savez, à la limite, la démocratie athénienne n'était pas, au fond, une démocratie, on va dire, au sens où on l'entend aujourd'hui. Il y avait aussi des éclairés, il y avait des gens qui guidaient, il existait le tribun de la plèbe. Nous n'avions pas un système, on va dire, façon XXe siècle. Si à la limite, nous avions ce type de ça, je veux bien. Mais le problème, c'est que la pseudo-démocratie qu'ils nous vendent est tenue par, et on en parlait tout à l'heure, des gens qui, sur le fond, ont lu une dizaine de livres, reproduisent le catéchisme, ont appris le dogme à l'école et font rigoureusement n'importe quoi depuis 75 ans. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, c'est qu'ils nous entraînent dans un tunnel sans lumière, qu'ils sont en train d'éteindre la lumière et qu'ils nous disent « c'est pas grave, vous inquiétez pas, un jour ou l'autre, il y aura bien un flambeau, la preuve c'est que c'est moi qui le porte ». Mais personne ne le voit, tout le monde s'inquiète et ils nous disent quand même « vous inquiétez pas, ça va bien se passer ». Ouais. Pascal Pirrat, quand vous entendez Guilain Benessa nous expliquer que finalement tout ça, ça fait partie de l'ADN même de l'Union européenne, est-ce que vous avez quand même espoir de pouvoir travailler à la proposition d'une Union européenne qui prendra plus en compte les peuples, leur souveraineté, leur libre arbitre, ou est-ce que ce que vous faites, c'est d'essayer de limiter la casse de là où vous êtes? Non, alors évidemment, sinon je ne me serais pas engagée dans ce combat-là. Heu, j'ai l'espoir parce qu'il y a de la vie, il y a de la vie, il y a de la force, il y a des élections dans les pays qui disent quelque chose et moi j'ai l'espoir qu'on puisse aboutir à un moment donné à une telle majorité qu'on puisse, réformer les traités et modifier évidemment, l'ADN de cette construction européenne. De toute façon, si vous voulez, moi je considère que les gens qui vendent facilement
la sortie de l'UE, le Frexit, sont des prestidigitateurs de la politique, si vous voulez. Si vous voulez, on peut parler de la sortie de l'Union européenne. On peut expliquer pourquoi là, ça n'est pas possible. C'est quelque chose qui est totalement hors sol. Et je crois que c'est pas honnête de vendre ça directement aux gens. Voilà. Ce qui est honnête, c'est de leur dire, voilà comment ça se passe. Je vous explique, je témoigne de la façon dont ça se passe. Je vous alerte des dangers qui arrivent sur le plan national, car n'oubliez pas que ce qui est décidé ici aujourd'hui arrivera demain dans le pays. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Ensuite, il faut se renforcer sur le plan économique, sur un certain nombre de plans, et sur le plan même moral, je dirais, au niveau du pays, pour pouvoir sereinement ensuite voir de quelle façon nous pouvons procéder à un changement de ce système. Merci, beaucoup Pascal, Pierrat, en tout cas pour votre, travail. Ça ouvre beaucoup d'autres débats sur ce fameux, Frexit. Est-il possible? Comment? Dans quelles conditions? Est-il souhaitable? L'occasion de vous réinviter avec, pourquoi pas, vous aussi, Guilain Benessa. Merci à tous les 2 d'avoir été, avec nous ce matin. Vous êtes des invités réguliers, donc on a déjà hâte de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.